Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Au cours de ce chapitre, nous allons voir comment les cellules répliquent l'ADN. La réplication de l'ADN est une étape majeure de la vie cellulaire puisqu'il va permettre le doublement du matériel génétique, permettant ainsi une transmission à chacune des cellules filles de la même quantité d'ADN. Nous étudierons tout d'abord la réplication de l'ADN chez les prokaryotes. En effet, les mécanismes de réplication ont été dans un premier temps étudiés chez ces organismes en raison de leur plus grande simplicité. Nous verrons que la réplication de l'ADN chez les eucaryotes est relativement proche en termes de mécanismes des différences essentielles provenant de la nature des facteurs impliqués. Nous envisagerons ensuite un exemple un petit peu particulier au niveau des cellules eucaryotes, qui est celui de l'ADN mitochondrial, et nous terminerons donc ce cours par la réplication à partir d'ARN, qui implique effectivement une étape un petit peu différente par rapport à la réplication de l'ADN. Lorsque Watson et Crick ont proposé le modèle de la double hélice pour l'ADN, ils ont tout de suite vu l'intérêt que ce modèle, que cette représentation pouvait avoir pour rendre compte de mécanismes possibles de réplication. En effet, à partir de ce moment-là, il existait deux possibilités, deux hypothèses pour envisager la réplication de l'ADN. La première était celle d'une réplication conservative, c'est-à-dire que partant d'un double brin parental, figuré par exemple ici en rouge, on obtenait lors de la réplication un nouveau brin fils, mais formé de deux nouvelles molécules formées de nouveaux simples brins, figurés ici en bleu. Donc ce modèle est celui de la réplication conservative. La deuxième hypothèse était celle d'une réplication dite semi-conservative, où les deux molécules provenant de la réplication de la molécule parentale étaient formées pour moitié du matériel génétique parental et pour moitié du matériel génétique synthétisé de novo. Le choix entre ces deux hypothèses a donné lieu à de nombreuses controverses, et c'est Meselson et Stahl qui, en 1957, ont tranché en faveur de la réplication semi-conservative grâce à une expérience extrêmement élégante et qui est maintenant donc un grand classique de la biologie moléculaire. Ce qu'ont fait ces deux chercheurs, ils ont mis en culture des bactéries dans un milieu contenant de l'azote N15 et précurseurs marqués avec un isotope lourd de l'azote. Bien évidemment, ces molécules d'azote N15 ont été incorporées dans l'ADN de ces bactéries et ensuite ils ont extrait l'ADN des bactéries, ils l'ont soumis à une centrifugation différentielle sur un gradient de centrifugation de manière à mesurer la densité de l'ADN et ils ont donc de cette manière-là isolé, visualisé un ADN entre guillemets dit lourd, marqué au N15. Ensuite, ils ont transféré une partie des bactéries qui avaient été cultivées dans ce milieu N15, ils l'ont transféré dans un nouveau milieu qui contenait du milieu de l'azote normal N14, l'isotope normal. Ils ont fait la même expérience, c'est-à-dire qu'ils ont à nouveau extrait l'ADN de ces bactéries, ils ont soumis cet ADN centrifugation sur un gradient de densité, et ils se sont aperçus à ce moment-là qu'ils obtenaient un ADN mixte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la densité de l'ADN précédemment visualisée grâce au marquage N15, mais qui avait une densité légèrement plus faible. En poursuivant la culture, ils se sont aperçus qu'ils avaient maintenant, quelque temps après, apparition d'une nouvelle espèce d'ADN, un peu plus légère, et qui correspondait en fait à la synthèse totale d'ADN à partir d'éléments donc contenant du N14. L'explication simple de cette expérience est la suivante. Lors de la première étape, vous avez donc la molécule parentale qui est marquée de manière uniforme à l'azote N15, donc vous avez un ADN lourd. Ensuite, si vous avez une réplication semi-conservative, vous avez effectivement toutes les molécules qui sont moitié lourdes, moitié légères, donc vous avez un ADN mixte. Et lorsque vous continuez, eh bien vous avez toujours
un tout petit peu de molécules mixtes, mais maintenant de plus en plus, les nouvelles molécules vont bien sûr être formées d'ADN léger, donc formé de N14. Cette expérience a définitivement tranché en faveur de la réplication semi-conservative. Vous avez ici une représentation plus simple de cette hypothèse semi-conservative où chacun des deux brins parentaux va en fait donner naissance à un nouveau double brin permettant donc par moitié formé par le simple brin parental et par le brin néosynthétisé. Intéressons-nous donc à la réplication de l'ADN chez les bactéries. Les premiers travaux concernant cette réplication sont issus d'observations de microscopie électronique réalisées par un biologiste anglais, Cairns, dès les années 60. Observant donc la réplication, les modifications d'un chromosome circulaire bactérien, Cairns a observé donc les images que vous avez représentées ici. Tout d'abord, formation de ce qu'il a appelé un œil de réplication, où nous avons effectivement une structure qui évoque très vaguement, bien évidemment, un cristallin. Ensuite, nous avons effectivement un agrandissement de cet œil de réplication. Et la dernière image sur la droite représente le moment où les deux chromosomes bactériens vont se séparer, c'est-à-dire qu'étant partis d'un seul chromosome, nous allons maintenant avoir deux chromosomes. Alors, la réplication chez les bactéries démarre toujours à partir d'un point qui est appelé origine de réplication et qu'on appelle également oricée. Par chromosome circulaire bactérien, il existe une seule origine de réplication. À partir de cette origine de réplication, il va y avoir un mouvement bidirectionnel de réplication, donc correspondant à cette image en œil de réplication, visualisée par Cairns. Ces deux fourches de réplication vont bien évidemment continuer tout au long du chromosome bactérien, puisqu'il faut savoir que la réplication est un phénomène rapide. On considère qu'en moyenne, le génome bactérien est répliqué en quelques dizaines de minutes. Finalement, il y aura une séquence de terminaison et une étape de séparation des deux nouvelles molécules formées par réplication des deux brins parentaux. Voyons maintenant plus en détail ce mécanisme de réplication. Première étape, la phase d'initiation. Cette phase d'initiation va débuter par la reconnaissance de la séquence d'origine, c'est-à-dire la séquence oricée, par la reconnaissance de cette séquence par un certain nombre de protéines, en particulier un facteur appelé la protéine DNA-A. Lorsque DNA va reconnaître oricée, il va y avoir fixation, et ceci va permettre le recrutement d'autres protéines à proximité, protéines de type hélicase, DNA-B, DNA-C, de type primase, DNA-G. Ces protéines vont être recrutées et s'associer pour former ce que l'on appelle un complexe de primosomes. Ce complexe primosome va lui-même induire l'ouverture du double brin, et ces deux simples brins, maintenant séparés les uns des autres, vont être stabilisés par des protéines particulières, les protéines SSB, pour Single Strand Binding Protein. À la suite donc de cette ouverture de la double hélice, nous aurons ensuite accrochage de l'ADN polymérase. Il y aura synthèse d'une amorce ARN par une des protéines du complexe du chromosome, qui est la primase. Donc ces petites amorces ici serviront d'éléments initiateurs pour la synthèse du brin complémentaire des deux brins parentaux. La phase d'élongation dépendante de l'activité de l'ADN polymérase permet l'extension du brin d'ADN par ajout d'un désoxyribonucléotide au niveau de l'hydroxyle 3' du dernier nucléotide, en prenant modèle sur le brin matrice pour sélectionner le désoxyribonucléotide à incorporer. À côté de cette activité d'élongation monodirectionnelle, dont l'efficacité varie en fonction du type de polymérase, l'ADN polymérase peut être doté d'activité exonucléase. Il existe 3 ADN polymérases majeurs chez les bactéries, dont les principales caractéristiques sont indiquées dans le tableau. Par ailleurs, l'activité des ADN polymérases dépendra de la disponibilité en désoxyribonucléotides et de la présence de magnésium. Comme nous le verrons, cette activité d'élongation
va également dépendre de la présence d'une amorce possédant un hydroxyle libre en position 3'. Enfin, l'élongation nécessitera l'activité permanente d'enzymes capables de dérouler et de réenrouler le double brin d'ADN au fur et à mesure de l'avancée de la réplication. Comme je viens de le signaler, l'élongation est un phénomène monodirectionnel et nous allons voir que cette caractéristique va faire que le mécanisme d'élongation sera différent pour chacun des deux brins de la molécule d'ADN en raison de leur orientation antiparallèle. Cette élongation sera continue sur le brin dit avancé et discontinue sur l'autre brin que l'on appellera retardé. La reconnaissance de l'origine par le complexe d'initiation de la réplication va ensuite être suivie de la mise en place de deux fourches de réplication qui vont avancer sur le double brin d'ADN de manière opposée. Voyons tout d'abord la situation au niveau de la fourche numéro 1 en fixant arbitrairement une ligne de partage avec la deuxième fourche sous la forme d'un trait pointillé. Au niveau de la fourche numéro 1, le positionnement et l'orientation 5', 3' des deux amorces ARN, synthétisées par l'activité primase, vont définir un brin dit avancé, celui sur lequel la synthèse du brin nouvellement synthétisé se fera de manière continue au fur et à mesure de l'avancée de la fourche de réplication, et un brin dit retardé, car nous verrons que la synthèse du brin nouvellement synthétisé à ce niveau se fera de manière discontinue. Si nous considérons maintenant la fourche numéro 2, nous pouvons à nouveau définir de la même manière un brin avancé et un brin retardé. En raison du sens d'avancement opposé des deux fourches, le brin avancé de la fourche numéro 1 est dans la continuité du brin retardé de la fourche numéro 2. Et bien sûr, l'inverse est vrai pour l'autre situation, le brin retardé de la fourche numéro 1 sera dans la continuité du brin avancé de la fourche numéro 2. Au fur et à mesure du déplacement des fourches de réplication, il y aura synthèse de nouvelles amorces ARN afin de permettre la réplication des brins retardés de chacune des deux fourches. Les fragments amorces ARN, brins ADN néosynthétisés, présents au niveau des brins retardés s'appellent les fragments d'Okazaki, du nom du biologiste japonais qui a découvert leur existence. Cette planche résume les différentes étapes que nous venons de décrire. On retrouve en effet l'ADN polymérase, répliquant le brin avancé de manière continue en utilisant l'amorce ARN initialement synthétisée grâce à l'activité primase de l'enzyme. L'activité de l'ADN polymérase chargée de répliquer l'autre brin est compliquée du fait de l'orientation de ce brin et du fait que la polymérase ne peut allonger un brin d'ADN que dans le sens 5', 3'. Dans ces conditions, la réplication nécessite l'intervention de plusieurs amorces ARN qui se positionnent au fur et à mesure que la fourche de réplication avance et qui aboutissent à la formation de fragments d'Okazaki successifs. Ceci se traduit donc par un décalage temporel de la synthèse du brin d'ADN, nouvellement synthétisé, d'où le terme brin retardé pour désigner ce brin d'ADN. L'encart montre la situation réelle des deux complexes polymérases au niveau de la fourche de réplication, avec en effet une très grande proximité entre les deux ADN polymérases. La finition des brins nouvellement synthétisés va nécessiter dans un premier temps l'élimination des amorces ARN. Cette élimination sera réalisée soit grâce à l'activité ribonucléase de l'ARNase H, qui digère spécifiquement les molécules ARN hybridées à un brin d'ADN, soit grâce à l'activité exonucléase de certaines ADN polymérases de type 1. Dans un deuxième temps, l'activité polymérase de l'ADN polymérase de type 1 permettra de combler les séquences laissées vacantes
par la digestion de l'ARN. Enfin, la dernière étape fera intervenir l'action d'une ligase afin de rétablir la continuité du brin d'ADN nouvellement synthétisé. La dernière étape de la réplication est celle de la terminaison. Cette étape va impliquer la séparation physique des deux nouveaux doubles brins. Chez les bactéries, cette étape fera intervenir des séquences particulières, dites séquences terminator, présentes sur le chromosome circulaire bactérien. Par ailleurs, cette terminaison fera également intervenir plusieurs protéines, comme le facteur TUS, chargé de reconnaître les séquences d'arrêt, et une topoisomérase particulière qui catalysera la séparation des deux brins grâce à son activité de clivage. Le mécanisme général de la réplication de l'ADN dans les cellules eucaryotes est globalement le même que celui des cellules prokaryotes dont nous venons de parler. Je voudrais néanmoins pointer quelques particularités du monde eucaryote. Chez les eucaryotes, la synthèse de l'ADN est réalisée à un moment particulier de la vie cellulaire. En effet, la synthèse de l'ADN nucléaire est réalisée pendant la phase S du cycle cellulaire. Par ailleurs, chez les eucaryotes, et à la différence des prokaryotes, il existe plus d'une origine de réplication pour chacun des chromosomes. Ainsi, chez l'homme, on dénombre plus de 20 000 régions chromosomiques capables de fixer le complexe de reconnaissance de l'origine de réplication, symbolisé par l'acronyme ORC. Chaque origine de réplication définira une unité de réplication qui s'étendra sur environ 100 à 200 000 paires de bases jusqu'à l'unité de réplication suivante. On donne le nom de réplicon à ces unités de réplication qui fonctionneront de manière autonome. La présence de nombreux chromosomes et l'organisation particulière de l'ADN chromosomique des cellules eucaryotes s'accompagnent de la présence de nombreuses protéines additionnelles chargées d'assurer la maintenance et le bon fonctionnement de la réplication. L'activité de nombreuses protéines nécessaires à la réplication est sous la dépendance de cycline et de kinase, associées au déroulement du cycle cellulaire et que vous retrouverez sans peine dans le cours de biologie cellulaire. Comme chez les bactéries, la réplication de l'ADN des cellules eucaryotes va nécessiter l'intervention d'ADN polymérase. Comme vous pouvez le voir sur cette planche, il y a eu une certaine inflation dans le nombre d'ADN polymérase en comparaison de la situation que nous avions vue chez les prokaryotes. Cette inflation traduit la complexification biologique entre le monde des prokaryotes, êtres unicellulaires, sans noyau, et celui des eucaryotes. On constate ainsi une certaine spécialisation des différentes polymérases. Ainsi, l'ADN polymérase A, ou alpha, sera responsable de l'initiation de la réplication, tandis que l'ADN polymérase D, ou delta, sera la polymérase majeure de l'élongation, et que la réplication de l'ADN mitochondrial reposera sur le fonctionnement exclusif de l'ADN polymérase G ou ADN polymérase gamma. À côté de leur activité polymérase, certaines de ces enzymes peuvent avoir une activité exonucléase, activité dont nous verrons tout l'intérêt dans les mécanismes de réparation. L'activité de ces différentes polymérases nécessitera par ailleurs l'intervention de nombreuses protéines qui seront associées aux polymérases, comme la protéine de réplication RPA ou le facteur de réplication RFC. Pointons rapidement quelques autres différences. L'élimination des amorces ARN fera intervenir chez les eucaryotes une protéine spécifique supplémentaire appelée FEN1. On ne trouvera pas l'équivalent des séquences terminator et des protéines TUS.
Par contre, on rencontrera des coésines présentes pour stabiliser les chromatides jusqu'à l'anaphase lors de la réplication des chromosomes. Nous avons vu qu'à la différence des bactéries, l'ADN des cellules eucaryotes est organisé autour des nucléosomes. Nucléosomes dont il convient donc de doubler le nombre lors de la réplication de la molécule d'ADN. Les nouveaux nucléosomes se répartissant de manière aléatoire sur chacun des deux nouveaux doubles brins. Enfin, bien que l'ADN contenu dans le noyau des cellules eucaryotes ne soit pas circulaire, il y aura également intervention de plusieurs topoisomérases pour parfaire la réplication. Le rôle majeur de ces topoisomérases dans la réplication est illustré par le fait que ces enzymes sont une des cibles privilégiées des molécules à visée thérapeutique antitumorale. Ainsi, l'irinotécan, qui est un inhibiteur de la topoisomérase de type 1 humaine, est utilisé pour traiter les cancers du côlon. La conservation de la structure télomérique des extrémités chromosomiques est un élément majeur de la stabilité des chromosomes. Pour prendre une comparaison imagée, les structures télomériques à l'extrémité des chromosomes pourraient être comparées aux petites gaines de plastique qui terminent les lacets des chaussures. Vous avez sans doute déjà fait l'expérience que lorsque ces petites gaines sont détruites, les lacets s'effilochent très rapidement et se dégradent. Pour les chromosomes, c'est pareil, si les extrémités télomériques se dégradent, c'est tout le chromosome qui se dégrade très rapidement. La réplication de l'ADN des extrémités des chromosomes est donc essentielle à la vie cellulaire. Lorsque l'on s'intéresse à la réplication de l'ADN à ce niveau, la nature antiparallèle des deux brins d'ADN pose rapidement problème. Imaginons une unité de réplication chargée de la réplication de l'extrémité d'un chromosome. Après reconnaissance de l'origine de réplication, les deux fourches se déplacent de manière opposée, de façon à permettre la réplication sur les brins avancés et retardés de chacune des deux fourches. La fourche qui se déplaçait vers la droite aboutit à la séparation totale des deux brins de la molécule d'ADN au niveau de l'extrémité du chromosome. Dans cette configuration, la réplication du brin avancé ne posera pas de problème dans la mesure où l'ADN polymérase pourra poursuivre la réplication de ce brin jusqu'au dernier nucléotide avant de se décrocher. Par contre, il est matériellement impossible de placer une amorce ARN plus loin que l'extrémité 3' du brin retardé et, compte tenu du sens 5', 3' de la réplication, cela aboutira à ce que la dernière partie du brin retardé ne puisse être répliquée. Une telle extrémité simple brin est susceptible d'être très rapidement dégradée par les exonucléases présentes dans les cellules, ce qui aboutirait à une amputation de l'extrémité de l'un des deux nouveaux chromosomes. La même situation étant d'ailleurs susceptible de se produire pour l'autre extrémité télomérique. En absence de mécanisme compensateur, ce grignotage de l'extrémité télomérique aboutit au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires, et donc de réplication des chromosomes, à ce que l'extrémité télomérique soit complètement désorganisée et que le chromosome se déstructure, entraînant la mort de la cellule. Ce mécanisme est d'ailleurs une des composantes majeures du processus de vieillissement des cellules. Voyons donc maintenant comment les cellules s'y prennent pour pallier ce problème. Le premier élément de réponse est la présence au niveau des extrémités des chromosomes de petits motifs répétés d'ADN, les séquences télomériques. Cette planche indique par exemple le motif d'ADN télomérique retrouvé
aux extrémités des chromosomes humains. Le deuxième acteur est une enzyme, la télomérase. Cette enzyme est une ribonucléoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui renferme un ARN. Cette enzyme est dotée d'une activité reverse transcriptase de type ADN polymérase ARN dépendante, c'est-à-dire qu'elle est capable de synthétiser un brin d'ADN en utilisant un brin d'ARN comme matrice. Si nous observons avec attention la séquence de l'ARN de la télomérase humaine, nous constatons que cet ARN contient une séquence complémentaire du motif télomérique porté par le brin retardé. Toutes les pièces du puzzle sont maintenant en place. Essayons donc d'obtenir l'image finale. Première étape, la télomérase vient se fixer au niveau de l'extrémité du brin d'ADN et réalise un appariement partiel entre son ARN et les deux derniers nucléotides de l'ADN. Les deux étapes suivantes sont d'une part l'extension du brin d'ADN par complémentarité de l'ARN de la télomérase et utilisation de son activité ADN polymérase ARN dépendante, et d'autre part la translocation de la télomérase à l'extrémité du brin d'ADN qui vient d'être rallongé. Lorsque cette opération aura été réalisée un nombre de fois suffisante, le brin rallongé formera une structure de type tétraplex qui permettra la fixation de l'ADN polymérase. Cet ADN polymérase complétera alors la réplication de la partie terminale du brin retardé. L'importance de l'activité télomérase peut être illustrée par plusieurs observations. Les cellules qui n'ont plus d'activité télomérase meurent au bout d'un nombre limité de divisions cellulaires, en raison en particulier de l'instabilité de leurs chromosomes. A l'inverse, les cellules tumorales, qui ont des capacités de division quasi illimitées, possèdent une forte activité télomérase. De même, les cellules souches ont-elles une activité télomérase importante. Cette découverte du rôle majeur du mécanisme de protection des extrémités des chromosomes et de la télomérase a d'ailleurs été récompensée par l'attribution du prix Nobel de médecine en 2009 à 3 chercheurs américains et australiens. L'importance de la réplication pour la vie cellulaire en fait une cible thérapeutique privilégiée lors de la recherche de nouvelles molécules médicamenteuses. Il y a plusieurs niveaux auxquels peuvent s'adresser ces molécules. Ainsi, les analogues de nucléotides, comme le 5-fluorouracile ou le cytosine arabinoside par exemple, peuvent se substituer aux désoxyribonucléotides physiologiques pour venir perturber la réplication. D'autres molécules, comme la sarcomycine, inhibera les ADN polymérases de type 1 et 2 et pourra donc, de cette manière-là, agir comme un antibiotique. Nous avons vu que d'autres molécules peuvent inhiber la réplication au travers de leur action sur les topoisomérases. La bleomycine est une molécule qui peut inhiber la réplication en créant des dommages au niveau de l'ADN et en inhibant la réparation. Les agents alkylants, le psoralène ou les intercalants peuvent venir bloquer la réplication, soit en créant des liaisons covalentes entre les brins d'ADN, soit en venant se fixer sur l'ADN et bloquant les ADN polymérases. Donc vous voyez qu'il existe de très nombreux points d'impact de ces molécules au niveau donc de la réplication. La réplication de l'ADN mitochondrial est quelque chose de relativement particulier aux cellules eucaryotes. En effet, nous allons avoir affaire à la réplication d'un matériel circulaire, alors que l'ADN présent dans le noyau est bien sûr un ADN présent sous forme linéaire.
La réplication donc de cet ADN mitochondrial circulaire va se faire en utilisant curieusement deux origines de réplication, va se faire en utilisant une ADN polymérase particulière qui est l'ADN polymérase gamma, et va faire intervenir une structure également particulière, puisque nous allons avoir une structure intermédiaire lors de la réplication d'un ADN à 3 brins. Les deux origines de réplication sont appelées origine de réplication du brin lourd et origine de réplication du brin léger, ces termes lourd et léger étant utilisés pour définir chacun des deux brins de la molécule circulaire sur la base de sa richesse relative en nucléotides parmi les plus qui ont la masse la plus élevée. La première étape va donc consister en une fixation de l'ADN polymérase, gamma, au niveau de l'origine dite de réplication du brin lourd. Cette fixation va s'accompagner d'une ouverture, un déplacement donc des deux brins, et cette polymérase va donc commencer à recopier le nouveau brin parental lourd en prenant bien sûr comme matrice le brin léger parental figuré ici en bleu. Nous avons donc une structure intermédiaire dans laquelle nous trouvons le brin parental léger figuré en bleu, le brin parental lourd figuré ici en rouge, et le nouveau brin en cours de synthèse. Donc nous avons une structure à 3 brins très particulière, ce que l'on appelle une boucle, que l'on appelle une boucle de déplacement ou la déloupe. Au fur et à mesure de l'avancée de cette déloupe, c'est-à-dire de l'activité de la polymérase, nous allons arriver à un moment où, en déplaçant le brin parental lourd, nous allons démasquer sur ce brin une origine de synthèse, l'origine de réplication du brin léger. À partir de ce moment-là, une deuxième molécule d'ADN polymérase pourra donc se fixer sur ce brin parental lourd pour commencer à recopier, en sens inverse bien sûr, dans le sens 5', 3' qui lui est propre, le brin léger néosynthétisé, jusqu'à ce que, bien évidemment, on ait fait le tour complet du cercle et qu'ensuite, donc, on ait obtenu, à la fin de la réplication, 2 molécules néosynthétisées, chacune d'entre elles comportant un brin parental et un brin néosynthétisé. À côté de cette réplication asynchrone impliquant 2 origines de réplication, il a été décrit une réplication bidirectionnelle dans certaines situations cellulaires, en particulier dans certaines situations de croissance. Comme nous venons de le voir, la réplication de l'ADN mitochondrial fait intervenir de nombreuses protéines accessoires à côté de l'ADN polymérase G. Ces facteurs sont d'origine nucléaire, ce qui fait que la réplication du génome mitochondrial est en fait sous la dépendance de la formation génétique présente dans le génome nucléaire. Cependant, à la différence du génome nucléaire dont la réplication est assujettie au cycle cellulaire, la réplication de l'ADN mitochondrial n'est pas limitée à la phase S du cycle cellulaire. Nous avons évoqué jusqu'alors la réplication de l'ADN qui forme généralement le matériel génétique des êtres vivants. Cependant, chez un certain nombre de virus, le matériel génétique est constitué d'ARN. Le génome des virus ARN peut prendre différentes configurations, segmenté ou non, bicaténaire ou simple brin, de polarité négative ou positive. La réplication de l'information génétique stockée sous forme d'ARN nécessite la synthèse de nouvelles molécules d'ARN grâce à l'intervention d'une ARN polymérase ARN dépendante qui utilisera l'ARN viral comme matrice. Une autre capacité de certains virus ARN est leur capacité de reproduire une molécule d'ADN à partir d'ARN génomique
comme dans le cas des rétrovirus tels que le VIH par exemple. La réplication et l'expression du génome des rétrovirus nécessitent la synthèse d'un intermédiaire ADN double brin. Synthèse qui est assurée par une ADN polymérase, ARN dépendante, associée au virion et que l'on appelle également reverse transcriptase. Après entrée des ARN viraux dans la cellule, la synthèse du premier ADN est amorcée par la liaison d'un ARNT. L'ARN de l'hybride ADN-ARN, qui vient d'être formé, est ensuite dégradé par l'activité RNase H de l'enzyme reverse transcriptase, à l'exception d'une petite séquence PBS qui sera utilisée pour amorcer la synthèse du deuxième brin d'ADN. L'ADN double brin ainsi obtenu pénétrera dans le noyau et s'intégrera dans le génome de la cellule hôte sous forme d'un provirus. La transcription de cet ADN proviral intégré permettra alors d'obtenir des ARN messagers viraux. Une partie de ces ARN seront traduits par la machinerie de traduction de la cellule hôte et produiront les protéines virales nécessaires à la formation de nouveaux virus. Une autre partie des ARN transcrits sera intégrée dans les particules virales qui viennent d'être formées et en constitueront donc le génome avant que ces virus ne soient relâchés à l'extérieur de la cellule pour réaliser un nouveau cycle d'infection.